C'est la première fois qu'un leader arabe propose publiquement une solution négociée du problème palestinien. Heures le 30 mars à Saïgon. Devant l'ambassade des États-Unis en plein centre de la ville, des corps jonchent le sol. De la fumée, des flammes. Le Viet Cong vient de perpétrer l'attentat le plus meurtrier qu'il ait jamais commis au Sud-Vietnam. Les équipes de secours sortent de l'ambassade, des hommes et des femmes, le visage ensanglanté. Sur des civières, des corps mutilés. Quelques instants plus tôt, l'équivalent de 200 kilos de plastique dissimulé dans un véhicule abandonné devant le bâtiment avait explosé. Une heure plus tard, on dénombrait 2 morts et 54 blessés américains, 11 morts et 129 blessés vietnamiens. Tandis que la population de Saïgon manifestait violemment contre cet acte sanguinaire, on se demandait dans le monde si Washington allait franchir un nouveau pas dans l'escalade. La guerre au Vietnam est aujourd'hui sans merci. Le roi Frédéric et la reine Ingrid sont venus rendre visite à la France. Le chef de l'État et Madame de Gaulle ont accueilli les souverains danois que Paris avait déjà reçus il y a 15 ans et dont la simplicité avait conquis tous les Français. Cette visite d'amitié devait être marquée à l'Élysée par des conversations placées avant tout sous le signe des rapports culturels nombreux qui existent depuis des siècles entre les deux pays. La Journée nationale de défense du cinéma français avait pour but d'informer le public des difficultés du 7e art et de réclamer un allègement de la fiscalité jugée trop lourde par les professionnels par rapport à d'autres pays. Cette journée avait à son programme d'action la séance gratuite. Beaucoup ont tenu à profiter de l'aubaine, ces images en témoignent. La Journée de défense du cinéma a créé un mouvement certain vers les salles obscures. Tout le problème est de déterminer les moyens que l'on adoptera pour que ce mouvement continue. Bordeaux détient un record, celui d'avoir jeté en 18 mois un nouveau pont sur la Garonne. Le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey, a officiellement consacré le nouvel ouvrage en présence du député-maire, M. Jacques Chaban-Delmas. Tout en béton précontraint, 5 piles supportent le tablier de 471 mètres de long sur 26 de large, ce qui représente 6 voies de circulation. Construit au début du siècle dernier, mis en service en 1822, le vieux pont de pierre ne répondait plus aux impératifs de la circulation actuelle. Coupé en deux, l'agglomération était menacée d'asphyxie et la période des vacances aggravait encore cette situation catastrophique. 2 ponts furent donc mis en chantier. Le pont Saint-Pierre pour les liaisons urbaines, et en aval, un pont suspendu qui entrera en service l'an prochain et dont le tablier à 57 mètres préservera la navigation. Une solution à la mesure de l'agglomération bordelaise dont la prodigieuse croissance atteste le dynamisme retrouvé après une période difficile de près d'un demi-siècle. Au centre d'une région en pleine rénovation économique, Bordeaux joue la carte délicate de la reconversion. Et les ensembles résidentiels de Pessac, comme les locaux de la nouvelle faculté de Talence, concrétisent la vitalité de la capitale de l'Aquitaine. Le chef de l'État a reçu en présence de M. Triboulet, ministre de la Coopération, 9 membres de l'Association des volontaires du progrès. Ces 9 jeunes s'apprêtent à partir pour apporter leur concours volontaire et désintéressé à 3 républiques africaines. 9 vocations de l'amitié. Pendant ce temps, dans le massif de l'Audiberg, un exploit d'un homme jeune. 125 jours plus tôt,
Antoine Seigny était descendu sous terre pour être le sujet d'une expérience de survie souterraine. Après 4 mois passés au fond du gouffre, il vient de ressortir, record du monde de durée battu. Josie Lorez, qui était, elle, restée 88 jours sous terre, Michel Siffre, promoteur de ces expériences survie, la femme et les parents de l'enterré volontaire l'ont assisté pour le premier et difficile contact avec la lumière du jour. Il y aura bientôt 1 an que 100 000 mètres cubes de pierre déversées par des chalands achevaient de barrer le Nil près d'Assouan. Dès ce moment, en amont de cette digue longue de près de 1000 mètres, a commencé de se constituer un immense lac artificiel s'étendant sur 500 km. Mais les travaux du barrage ne seront vraiment achevés qu'en 1970, et le chantier continue de grouiller d'hommes occupés à charrier le ciment et le sable que réclament les bétonneuses. L'équipement du canal de dérivation est aujourd'hui la grande affaire. Ici, l'eau du Nil, empruntant 6 tunnels, actionnera un jour 12 turbines et permettra à la future centrale de produire annuellement 1 milliard de kWh. Ce jour-là, d'Assouan au Soudan, la vieille Nubie aura presque totalement disparu sous un immense lac artificiel. Dans les villages où l'eau grignote chaque jour une nouvelle maison, on peut rencontrer parfois quelques chiens errants. Toute autre vie a disparu de ces lieux voués au destin de l'Atlantide. Les maisons aux poutres décorées, aux portes ornées d'assiettes de faïence, ont été offertes au Nil comme jadis les victimes des temps pharaoniques pour que le fleuve rende l'Égypte prospère. Les 50 000 Nubiens d'Égypte vivent aujourd'hui à Komombo. Komombo, 33 villages neufs où chaque famille a reçu une maison et aussi 4 hectares de terre. 4 hectares où l'eau serpente. Amenée du barrage, l'eau vient désormais irriguer le sol et les Nubiens n'auront plus à aller chercher l'eau au fleuve dans leurs jarres antiques. Déjà, les maisons de Komombo sont devenues de vraies maisons nubiennes, en retrouvant sur leurs murs l'emblème de l'hospitalité. En les chassant de leur région séculaire mais aride, le barrage d'Assouan a déjà beaucoup donné aux Nubiens. Il a transformé pour eux le désert en une terre heureuse et fertile. Dans la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Actuellement militaire en Allemagne, Jean-Philippe Smet a obtenu une permission spéciale. Johnny et Sylvie vont signer ensemble leur premier contrat. Comme la mairie, l'église s'est révélée beaucoup trop petite pour accueillir les amis du couple et les curieux, amateurs ou professionnels. Monsieur et Madame Smet ont mis presque 20 minutes pour rejoindre leur voiture. Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme. Il leur faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir partir pour une destination enfin inconnue. Pour Berlin, ce fut une nouvelle semaine d'incidents. Les automobilistes de la République fédérale ont trouvé l'autoroute qui conduit à Berlin-Ouest, coupée par les autorités de l'Allemagne de l'Est, en manière de protestation contre la réunion extraordinaire des députés ouest-allemands dans l'ancienne capitale. Cette réunion elle-même fut quelque peu perturbée par les bangs des MiG soviétiques qui allaient et venaient. Raison officielle, grande manœuvre. L'Europe, elle, cette même semaine, a fait un pas nouveau.
À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des 6 ont signé le traité de fusion des exécutifs communautaires. Les 3 commissions, Communauté Charbon-Acier, Euratom, Marché commun, chargées de préparer et d'appliquer les décisions du Conseil des 6 ministres, seront fondues en une seule le 1er janvier 1966. Dans le même temps, un nouveau chapitre s'ouvrait dans les relations franco-soviétiques. À l'Élysée, M. Valerian Zorin, qui vient de remettre ses lettres de créance, a parlé de prémices objectives pour un nouveau développement de ces relations. Pour l'Angleterre, cette semaine aura marqué le début d'une austérité certaine. Depuis son élection, M. Wilson lutte sur le terrain financier. Il avait tout d'abord fait appel à des crédits internationaux pour éviter la dévaluation. Le soutien du sterling est resté la principale préoccupation de ses récents voyages, que ce soit en Allemagne, où, comme le plus simple visiteur, il a jeté à Berlin un coup d'œil au mur, que ce soit à Paris, où sa rencontre avec le général de Gaulle a apporté un peu d'air frais à l'entente cordiale. À la Chambre des communes, le nouveau budget austère vient d'être présenté par M. Callaghan, ministre des Finances. Les Anglaises, en passant sous le casque, apporteront leur contribution, comme les automobilistes en achetant leur essence. Et aussi les fumeurs, les amateurs de whisky et de bière vont soutenir la monnaie. Des Londoniens ont dans le même temps manifesté en faveur de la paix au Vietnam. Leur ardeur à Trafalgar Square leur a même valu quelques difficultés avec les Bobbies. À Baltimore, le président Johnson a fait lever une lueur d'espoir. Après avoir affirmé que la paix exige un Vietnam du Sud indépendant, il ajoutait « Nous demeurons prêts à engager des discussions sans condition ». Mais quels effets auront ces paroles sur le terrain, au Vietnam même, où l'ambassadeur Maxwell Taylor est de retour? Un nouvel attentat Viet Cong vient de faire dérailler le train Saigon-Pan Thiet. De fait, raids américains et attaques Viet Cong n'ont pas cessé. Après l'attentat contre l'ambassade des États-Unis, l'un des auteurs, Nguyen Van Hai, a été condamné à mort par le tribunal sud-vietnamien. Le Viet Cong a fait savoir que son exécution entraînerait celle d'un fonctionnaire américain détenu par lui. C'est un problème qui angoisse les Anglais. La prolifération des véhicules réformés abandonnés dans la campagne ou dans les rues discrètes. Certaines cités ont la chance de posséder un récupérateur de métaux, mais pour le moment, cette corporation manque encore de bras. On parle d'obliger tout propriétaire d'une voiture classée monument historique à la faire réduire au volume minimum. On parle aussi de les jeter à l'eau, mais loin, au large, dans la mer, car même cette solution n'en est plus une. En Inde, ce sont les 2 roues qui causent du souci aux autorités. À New Delhi, où la rue des marchands de cycles est unique en son genre, le parking commence à devenir difficile pour les quelques 300 000 bicyclettes en circulation dans la capitale indienne. Dans ce pays, c'est l'indice d'un certain standing, mais rien ne différencie la version tourisme du modèle fourgonnette. Le lait arrive sur 2 roues. Et quelques artisans ont transformé leur machine en vélo-atelier. Il fallait s'y attendre, la vulgarisation de la petite reine a donné naissance à de menues activités telles que la station-service volante, où l'on peut sur le champ faire réparer une chambre à air, ou rééquilibrer la pression. Mais l'opération la plus curieuse, c'est la chasse à la vignette, qui se pratique avec des rabatteurs. Il s'agit de vérifier si la taxe sur les cycles a bien été acquittée. Le contrôle s'opère au hasard, les contrevenants sont invités à régulariser immédiatement leur situation. Il leur en coûte 1,25 franc. En cas de refus ou d'impossibilité, c'est la fourrière.
Nul sans doute ne s'est aussi profondément identifié à son siècle que Félix Tournachon, dit Nadar. Un homme étonnant, écrit Jules Verne. Il voyait tout en grand, sauf les difficultés et les hommes. Étudiant en médecine, puis journaliste dans des gazettes éphémères, c'est par la caricature d'abord qu'il va nous laisser quelques-uns des portraits les plus précis de ses contemporains. Sa verve s'exerce dans tous les milieux. Il est le témoin lucide de son époque. Mais en 1853, Nadar découvre la photographie. Tout de suite, il comprend le parti qu'on peut tirer de cette diabolique chambre noire que Niepce vient tout juste de mettre en circulation. En 6 ans, il va immortaliser les traits de ses amis. George Sand, Rossini, Offenbach, Gérard de Nerval, Baudelaire, Alexandre Dumas, Balzac, Théophile Gautier. Il est devenu un portraitiste incomparable. Mieux, il invente le reportage photographique au cours de ses entretiens avec le chimiste Chevreul, chaque attitude étant légendée avec les propres paroles du sujet. Témoin de son temps, Nadar le sera encore pendant les heures tragiques de la Commune, dont il fixe l'histoire avec un remarquable souci d'objectivité. Mais c'est à l'aérostation qu'il va consacrer une grande partie de sa vie et de sa fortune. Il croit aussi au plus lourd que l'air et soigne sa publicité. Il a fait construire à ses frais un ballon énorme qui lui permet de réaliser ses premiers clichés aériens. Sa vitalité est prodigieuse, rien ne l'arrête. Son premier vol doit l'emporter jusqu'à Moscou. En fait, il se posera après 40 km. Qu'importe, on parle de lui. Tel est le personnage hors série que présente à travers ses œuvres la Bibliothèque nationale. Non conformiste, volontaire et obstiné, chevaleresque et désintéressé, doué d'un sens aigu de l'observation. Nadar, un prodigieux bonhomme. La nouvelle revue du Moulin Rouge promettait une attraction unique en son genre. Jackie Cléricault et Robert Rousseau avaient décidé d'en faire le clou de leur spectacle Frisson. Guy Bedos et les autres invités ont eu le privilège de la surprise, un aquarium de 40 000 litres. Sophie Daumier en resta bouche bée et de fait, un aquarium manquait sur les scènes parisiennes. Voilà qui va rafraîchir le célèbre French Cancan qui, depuis La Goulue, Nini Patanlaire et Valentin le Désossé, fait les belles soirées de Montmartre depuis le siècle dernier. On l'attendait depuis longtemps, elle vient de montrer le bout de son nez. Direction à crémaillère, embrayage à commande hydraulique, groupe motopropulseur à traction avant disposé transversalement, roues arrière indépendantes. Le coffre, lui, accuse une capacité fort respectable. La 204 Peugeot, la nouvelle née des voitures françaises, qui comporte un soubassement rigide à plancher plat, offre le maximum de volume habitable pour un faible encombrement extérieur. Son moteur supercarré de 1130 cm3, développant 58 chevaux SAE, en fait une voiture nerveuse et rapide, 138 km/h. Dotée d'une boîte à 4 vitesses synchronisées, de freins à disque à l'avant, la 204 est une voiture jeune qui semble agréable à conduire. Retour d'un voyage de 50 jours à travers les pays arabes du Moyen-Orient, puis en Iran, en Turquie, en Yougoslavie et en Grèce, le président de la République tunisienne a été l'objet dans sa capitale d'une démonstration enthousiaste. Il avait d'abord visité le barrage d'Assouan avec le colonel Nasser. Prêchant la sagesse en chaque occasion,
il avait exprimé sa conviction que le problème palestinien, dans l'impasse depuis 17 ans, pourrait trouver son issue dans une négociation par étapes. À la Mecque, il avait revêtu la tenue du pèlerin pour faire son entrée dans la ville sainte avant de pénétrer dans la célèbre mosquée pour la prière traditionnelle. En Jordanie, il avait pris contact avec les réfugiés palestiniens du camp de Jéricho. S'adressant à ces hommes dont le sort depuis 1948 n'a pas été réglé, il les avait exhortés à ne plus entretenir de haine stérile ni d'espérances chimériques. C'est la première fois qu'un leader arabe propose publiquement une solution négociée du problème palestinien. Avril 1945. Pour la capitale du Reich, c'est le commencement de la fin, d'une fin terrible. Pour la liberté et la vie, disent les affiches, le Volkssturm, la levée en masse, a été ordonné par Hitler. Tout ce que la ville compte encore d'hommes valides est enrôlé. Des enfants de 13 à 16 ans, des hommes âgés, voire des vieillards. Goebbels se charge de les galvaniser. Dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. En décidant de faire de Berlin son ultime bastion, Berlin où depuis janvier il s'est enterré dans son bunker, Hitler a voué la capitale au plus impitoyable holocauste. Le déluge de feu venu du ciel ne se ralentira plus. La DCA et la chasse allemande vivent à Berlin alerte sur alerte. Et chaque alerte signifie que les avions alliés viennent déverser chaque fois de 1000 à 2500 tonnes de bombes, comme ce fut le cas le 20 avril, jour de l'anniversaire de Hitler. Mais le 21 avril, ce ne sont plus seulement les bombes, mais les obus qui pleuvent sur la ville. L'artillerie russe, les orques de Staline, viennent de tirer sur Berlin leur première salve. L'Oder franchit le 16, 6000 chars, 7000 avions, 2 millions de soldats russes ont déferlé sur la capitale du Reich. Le 25 avril, la bataille de rue commence. Quartier par quartier, maison par maison, mètre par mètre. Le 1er mai à l'aube, les sergents Mikhail Egorov et Meliton Kantaria hissent le drapeau rouge sur le fronton du Reichstag. Des 500 000 défenseurs de Berlin, il ne reste que 60 000 hommes qui vont se rendre.
Le 2 mai, c'est fini. Six jours après la chute de Berlin, le Reich a capitulé. À Mourvik, le successeur de Hitler, le grand amiral Dönitz, devra se rendre aux Anglais. Dans Berlin, la ville morte, une femme soldat soviétique règle maintenant la circulation des troupes américaines. Car les soldats alliés sont tous au rendez-vous de Berlin. Américains, Russes, Anglais, Français. Sur la cité détruite flottent ensemble les drapeaux des vainqueurs. On a laissé au drapeau tricolore le support qui lui revenait, la colonne de la victoire allemande de 1870. Ceux qui en reviennent ont pu le constater, il y a de plus en plus de skieurs dans nos stations. Le dimanche, c'est le bouchon permanent au pied des remontées mécaniques. Le chapelet sans cesse renouvelé des candidats à la descente ne se résorbera qu'avec la nuit. On piétine souvent les plates-bandes du voisin, et les pistes ne sont pas sans rappeler la Nationale 7 un 31 juillet. Ce trafic intense a déterminé les directeurs de station à définir quelques règles, mais ce ne sont que des conseils que beaucoup affectent d'ignorer. D'où un certain nombre de collisions suivies de chutes brutales, le seul à y trouver son compte étant le cireur de l'hôtel. Des responsabilités individuelles sont engagées qu'il est souvent difficile de définir et d'apprécier. Des procès interminables commencent. Quelques-uns pensent avoir trouvé l'avertisseur idéal pour dégager la route. Mais ils ont peu de chances d'être suivis. Alors on peut imaginer qu'un jour peut-être, il faudra imposer un code de la neige assorti des moyens de le faire respecter, avec des vitesses limites, des voies à grande circulation et des voies secondaires avec priorité amont, et jusqu'au stop obligatoire au seuil de l'artère principale. En attendant les feux tricolores et la zone blanche de stationnement limitée à 2 minutes. Et le brigadier de service aura pour mission de surveiller et de sanctionner les infractions caractérisées au code de la neige. Carte blanche. Naturellement, à 78. Une fiction? Non. À peine seulement une anticipation. Du moins si les imprudents se multiplient. Le ministre de l'Industrie, M. Bokanovski, a inauguré le Salon de la Chimie. Une des vedettes de ce salon était, présentée dans un bloc de polyester, matière plastique elle-même tirée du charbon, la milliardième tonne de houille extraite en France depuis 1946. Le ministre s'est vu remettre une réplique de ce bloc, symbole d'une matière qui constitue encore 50% de l'énergie consommée en France. C'est en vue de l'utilisation d'une autre source d'énergie que le Jules Verne, le premier méthanier français, a été lancé. Ce bâtiment, qui a nécessité 2 ans d'efforts de la part des ingénieurs, techniciens et ouvriers, permet aujourd'hui au Gaz de France de s'approvisionner en gaz naturel produit par le gisement saharien d'Assirmel. 400 km de gazoduc amènent le gaz du désert à Arzeux sur la côte algérienne. Là, il est refroidi puis stocké dans des réservoirs sous forme liquide.
Ce sont 25 000 mètres cubes de ce gaz comprimé et liquéfié que le Jules Verne peut à chaque voyage charger dans ses citernes pour les transporter au Havre. Pendant tout le trajet, la cargaison est maintenue à la température de moins 160 degrés. Le nouveau méthanier doit effectuer 33 rotations par an et ainsi transporter quelques 825 000 mètres cubes de gaz liquéfié que l'usine de regazéification transformera automatiquement en gaz de consommation. En définitive, chaque année, un demi-milliard de mètres cubes de gaz naturel saharien sera mis à la disposition de la région parisienne grâce au Jules Verne. À Notre-Dame de Paris, en présence du général de Gaulle et d'anciens déportés, une messe solennelle a été célébrée à la mémoire des 12 millions de martyrs des camps nazis d'extermination. Une autre cérémonie devait se dérouler par la suite devant le mémorial qui évoque des noms sinistres. Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, usine de la mort où des hommes avaient entrepris de supprimer d'autres hommes parce qu'ils étaient suspects de patriotisme ou simplement parce qu'ils étaient juifs. Peut-on encore se souvenir? Mais n'était-ce pas un jour comme aujourd'hui? Un jour où la vie suit son cours. Un jour où des hommes, des femmes, des enfants vont, viennent, prient. Et soudain, parce qu'ils sont juifs, on leur dénie le droit à cette vie. Au bout du chemin, Auschwitz. Auschwitz, 47 hectares de baraques. Des kilomètres de barbelés électrifiés. En 5 ans, 4 millions de morts. Le travail, c'est la liberté, annonçait cyniquement l'enseigne du camp, où un orchestre de détenus accueillait joyeusement les nouveaux venus à 2 pas d'une potence. Les allées ornées d'arbres ne faisaient pas longtemps illusion, on s'apercevait vite que d'ici, personne ne sortait vivant. Le même sort attend ici des familles de tous les pays d'Europe, de toutes races, de toutes confessions. Des hommes, des femmes, des enfants, des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques. Pour la plupart, voilà ce qu'il en restera. Même la nuit, les détenus ne peuvent trouver le repos. Comment dormir dans un univers de cauchemar? Et quand il faut tenir à 12 dans ces niches. Et quand il faut s'entasser à 1500 par bloc. Au moindre prétexte, le bloc disciplinaire. Dans les cellules verticales, on ne peut rester que debout. Un chevalet est prévu pour les coups de fouet, une potence pour le châtiment définitif. Et puis, il y a aussi ceux qui ne doivent même pas connaître ce calvaire. Femmes, enfants, vieillards, qu'à la descente du train, on envoie directement à la chambre à gaz.
Les cadavres, tous les cadavres, sont envoyés au crématoire. On le dit dans le camp. Ici, tu entres par la porte et tu sortiras par la cheminée. Chaque jour, les cendres sont charriées à pleine brouette vers les étangs. Étang d'Auschwitz qui garde les restes de 4 millions de martyrs.